Donc, comme le veut la tradition, on commence donc par le orateur. Et donc, je vais commencer par demander donc, à Madame Denis Desjardins de commencer à poser quelques questions. Merci, Monsieur le Président. Quelle surprise de commencer par moi. Voilà, donc Vincent, je voulais déjà te remercier pour le manuscrit, qui était très, très agréable à lire. Hein. Il y a beaucoup d'expérimentation que tu nous as tracées. La présentation orale est dans la même veine. Hein. C'est un bel effort pédagogique. Le sujet est très intéressant. Moi, j'avais travaillé sur ces gestes millaires dans un contexte médical pour ne pas toucher, pour ne pas déstériliser. Voilà. Donc, je pense que tu as beaucoup d'études, beaucoup de contributions. Alors, il me semble qu'il y a le nerf de la guerre, forcément, puisque quand on étudie la fatigue, tout à fait. Tu as beaucoup concentré tes investigations sur la fatigue perçue. Oui. Et donc j'ai pris des notes quand tu es revenu sur la mesure de la fatigue. Oui. Parce que j'ai lu aussi le rapport de mon collègue. Et j'ai été très intriguée par l'éventuelle mesure du travail mécanique. Je ne sais pas si toi tu as investigué cette piste. Parce que personnellement, il me semble, peut-être que dans le sport ou que dans la mécanique, il doit y avoir des choses qu'on peut mesurer qui sont plus objectives. Évidemment, qui vont dépendre du niveau sportif de la personne, de sa musculature, je ne sais quoi, mais qui seraient peut-être de meilleures mesures que ces questionnaires-là avec ces petits bonhommes souriants. Tout à fait. Donc, effectivement, on y avait réfléchi, et en l'occurrence, c'est ce que fait la biomécanique, et donc ce que proposaient les mesures d'Inca Ramos ou de Yang. À savoir que eux ils utilisaient donc une caméra de type Kinect qui en fait hélas n'est pas vraiment compatible avec les casques de réalité virtuelle qu'on utilisait puisque les deux systèmes utilisent de l'infrarouge. On n'arrivait pas en fait à récupérer et le squelette de la Kinect et les mesures faites avec le casque. On a donc essayé d'utiliser des capteurs qui étaient adaptés au casque, à savoir qu'il y a des trackers qui permettent de se positionner n'importe où sur le corps. Le problème de ceci, c'était que il n'y avait pas vraiment d'études qui montraient qu'on pouvait, juste en plaçant par exemple sur le bras, récupérer avec ce tracker-là la position de l'épaule et du coude. Or, nous étions limités au maximum à un certain nombre de capteurs. Et on ne pouvait pas passer un capteur sur l'épaule, sur le coude et du coup récupérer en même temps les mains. Donc on était un peu limité là-dessus. C'est d'ailleurs pour ça que je suggère à la fin qu'il serait intéressant d'investiguer un peu plus l'utilisation uniquement des capteurs que sont les manettes, donc les mains de l'utilisateur et de la tête, pour voir si on arrive, par exemple en utilisant de l'IA, à capter les changements de posture ou les mouvements de façon un peu plus précise. Par exemple, justement, en se basant sur des modèles biomécaniques, à reconstituer le mouvement de l'utilisateur et à en évaluer la fatigue de façon un peu plus objective. Mais étant donné que les mesures des questionnaires subjectifs ont été montrées et ont été éprouvées comme comparables aux EMG, nous avons pensé que pour ces études, ces premières études préliminaires, cela pouvait être intéressant. On pouvait se baser uniquement sur ces mesures-là. Donc, si je synthétise, juste pour voir si j'ai bien compris, donc, cette mesure, elle existe, mécanique, mais bon, il y a des problèmes techniques. C'est ça. Et elle n'est pas encore tout à fait précise non plus, comme je le disais, elle a tendance à sous-estimer parfois la sensation de fatigue que peuvent ressentir les participants, puisqu'elle ne prend pas en compte leur état psychologique du moment. Et comme je le disais aussi à un moment, la fatigue mentale de l'utilisateur peut impacter sa fatigue physique. L'autre point que je voulais aborder avec toi, c'était sur la question de la manipulation à deux mains. Oui.
j'avoue que j'ai été assez surprise parce que mon background que j'avais de la manipulation à deux mains, on appelait bimanuel, c'était toujours une pratique où on ne fait pas du tout la même chose avec la main gauche et avec la main droite. Oui. Et donc pour moi, les deux exemples que tu as donnés, qui est éplucher la pomme et faire du papillon, c'est pas du tout le même type de bimanuel. Oui, tout à fait. Mais c'est pour ça d'ailleurs que dans notre étude, nous avons à chaque fois deux bimanualités différentes pour chacune des interactions. À savoir que, si je reviens rapidement sur la diapo, on peut voir ici d'ailleurs les deux bimanualités que nous utilisons sur une ligne simple, à savoir que soit nous utilisons nos deux mains en même temps dans les cibles, soit nous utilisons nos deux mains de façon alternée dans les différentes cibles. Et pour l'autre tâche, nous avons soit les deux mains en même temps dans les deux lignes de cible en parallèle, soit nous faisons une ligne de cible puis l'autre. Donc en alternance. J'avais un petit trou de mémoire parce que je n'avais pas noté dans le rapport que tu utilisais ce terme de synchronisation, deux mains synchronisées. Tu l'as évoqué à l'oral. Tu voulais dire, quand tu dis deux mains synchronisées, tu veux dire ensemble? Tu veux dire une après l'autre? Alors du coup, en l'occurrence, effectivement, je crois que ça devait être ici. Oui, effectivement, ici, quand je parle du fait que les deux mains sont synchronisées, c'est justement sur la tâche où les mains sont donc toutes les deux en même temps dans les deux cibles, voilà, c'est ça, quand elles sont synchronisées ensemble. C'est ça. En fait, on a voulu séparer les deux termes together et synchronize parce que les deux tâches n'étaient pas exactement les mêmes, puisque soit on avait les deux mains dans la même cible, soit on avait les deux mains dans des cibles qui étaient dans des lignes différentes. On a voulu les séparer pour se démarquer. J'avoue que moi j'étais restée à l'idée que l'immanuel ça a un intérêt que si une main sert de repère à l'autre, mais faire ça. Oui, alors oui, effectivement, ça semble pas forcément très naturel, mais voilà, mais dans certains cas, comme justement je vous montrais sur la natation ou éventuellement sur de la rééducation, on peut tout à fait avoir des mouvements où les deux bras doivent coopérer entre eux de façon synchronisée. Voilà. Par contre, j'étais assez surprise par le résultat. Peut-être que j'ai mal compris. C'est pas un peu étrange quand tu utilises justement tes deux mains synchronisées là, non, ce soit pas aussi fatigant que d'en utiliser une. Là, j'ai pas compris. Alors, donc là, parce qu'on est d'accord, quand tu fais avec les deux, celle de droite, elle fait autant de mouvements que quand tu fais que la droite. Oui, en théorie, sauf que ici, nous n'imposions pas une vitesse à l'utilisateur. Nous pouvons donc tout à fait être plus lent lorsque il effectuait cet exercice. Et c'est effectivement ce que nous avons pu observer sur la tâche simple, puisque on voit qu'il effectue plus d'essais lorsqu'il n'utilise qu'une seule main que lorsqu'il utilise les deux. Donc en fait, il est tout simplement plus lent, il parcourt moins de distance. Non, mais d'accord, donc voilà. C'est ça que j'ai vu parce que tout à fait. Ça paraissait incohérent. Oui, non mais on est d'accord. Ah oui, et puis j'avais un dernier truc, mais tu as en partie déjà répondu. C'était assez original d'avoir testé le contrôle d'inspiration pour réduire la fatigue. Moi, je le pratiquais surtout pour augmenter la précision. Oui. Donc du coup, quand on va diminuer la fatigue, on va réduire le geste. Alors, du coup, pas forcément. De ce qu'on a pu observer, c'est que qu'on augmente le geste ou qu'on le réduise, à partir du moment où l'utilisateur va avoir plus de mal à contrôler son curseur, il va avoir tendance à diminuer sa vitesse. Et du coup, on pense que sur un temps d'interaction plus long, il risquerait, que ce soit dans un cas ou dans l'autre, de diminuer sa fatigue au cours du temps, puisqu'il parcourra moins de distance que si on n'avait pas modifié le contrôle affichage. Mais oui. Si tous les paramètres en même temps, tout à fait, oui. Il faut quand même qu'on considère la fatigue
à un niveau d'efficacité comparable. Tout à fait. Parce que, donc, à supposer que, je sais pas, on réalise une tâche avec une certaine efficacité. Pour efficacité équivalente, effectivement. Tout à fait. Donc, tu vas aussi réduire la précision. C'est un risque, effectivement, de réduire la précision. La logique, ça serait ça. C'est effectivement un risque qu'on peut avoir. Ça serait fatigue, précision. Tout à fait. Ce pourquoi, justement, on proposait l'instrument où on peut, en fonction du contrôle que l'on veut avoir sur la musique, modifier le CDR. Pour soit avoir un contrôle qui serait moins fatigant si on doit l'utiliser peut-être plus longtemps, soit plus précis, du coup avec peut-être de plus grands gestes, en fonction des besoins. Bon, sinon, tu as eu pas mal de doigtés pour la plupart des expériences. Je dirais celle-ci, tu as eu moins de succès. Oui, moins de chance dessus. Mais depuis, tu as encore grandi. Est-ce que si c'était à refaire, est-ce que tu as une idée d'expérience justement sur ce lien contrôle-display et fatigue, une autre expérience que tu aurais en tête? Tu as réfléchi à quelque chose? Alors, je n'avais pas forcément pensé tout de suite, mais en l'occurrence, là, j'ai pas, là tout de suite, sur l'instant, j'ai pas forcément d'idée, j'avoue. Florent, va être déçu si je ne demande pas quelque chose un peu sur la musique là. Donc c'est vrai que ce matin ils m'ont pas montré tes démos à toi sur la musique. Bon, là j'aurais bien voulu expérimenter un peu. En l'occurrence, si vous voulez, je pourrais vous envoyer l'application, vu qu'elle est, elle fonctionne aussi bien sur Oculus que sur l'ordinateur. Donc voilà, j'ai dû l'envoyer forcément à des tas de gens pour l'expérience en distanciel. La première expérience sera plus compliquée de vous l'envoyer, mais les deux suivantes, par contre, celles qui ont été faites en distanciel, il n'y a pas de problème, je peux tout à fait vous les transmettre. Ok, je te remercie. Merci à vous. Nous allons donc laisser la parole à M. Frédéric Mariel. Merci, M. le Président. Merci pour ce travail, c'était très intéressant. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire le document. En plus, il ne fait pas trop de pages, parce que je me retrouve sur les tests qui font 250 pages, et c'est quand même ça, c'est quand même assez douloureux. Là, on a une belle synthèse, on a tous les résultats, c'est très riche, très agréable à lire. Merci. Oui, donc en fait, alors je reviens sur cette histoire que Dominique a évoquée sur l'évaluation objective de la fatigue. Parce que je pense que c'est quand même. Enfin, c'est pas si simple que ça finalement. Parce que la fatigue, ça semble être potentiellement mesurable. Typiquement, imaginons que je remplace le bras d'un bonhomme par le bras d'un robot. Je pourrais mesurer l'énergie consommée par le robot en mesurant la puissance que l'énergie qui est fournie pour réaliser la tâche. On pourrait par analogie, voilà, je fais l'inverse, mais bon, par analogie, on pourrait dire, en mesurant les déplacements, en particulier verticaux, parce qu'il y a la gravité qui va jouer, ou les déplacements, et je pourrais éventuellement faire une espèce d'évaluation préalable objective de l'énergie consommée, qui pourrait être éventuellement une analogie avec la fatigue. Voilà, c'est pour ça que dans mon petit rapport, je parlais de track mécanique. Je pensais à ça. Et il me semble qu'on n'a pas besoin de faire de la mesure de l'MG, faire ça, de la mesure de trajectoire, en inférant avec une cinématique inverse sur la position du bras, ça pourrait permettre d'avoir une première chose. Mais d'un autre côté, j'ai compris, en lisant ce que vous avez écrit, qu'il y avait une certaine subjectivité sur la fatigue, dans le sens où, quand il y a une répétabilité ou une motivation, à contrario, ça pouvait éventuellement biaiser quelque part l'évaluation de la fatigue. Donc du coup, moi je suis un peu perdu finalement quelque part. Donc, comment est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous conseillez là aujourd'hui? Quels sont les critères les plus importants? Pour moi, je pense que ce qui serait le plus
plus envisageable, c'est peut-être déjà de demander un état de fatigue avant de commencer l'exercice à l'utilisateur. Et ensuite, on pourrait effectivement se baser donc sur les différents descripteurs que je proposais, peut-être en utilisant de l'IA, pour l'instant je ne sais pas encore. Du coup, après, de peut-être redemander régulièrement à l'utilisateur, en fonction du niveau que nous avons évalué, si effectivement son niveau de fatigue correspond bien, auquel cas ça permettrait justement avec de l'IA d'entraîner au fur et à mesure, peut-être de gagner en précision et de réussir à avoir une mesure qui ne se baserait pas forcément que sur la mécanique du mouvement, mais peut-être aussi sur des paramètres que nous n'avons pas forcément envisagés, comme la fatigue justement initiale de l'utilisateur qu'il perçoit avant de commencer son exercice. D'accord, donc là, ça veut dire que vous êtes dans l'idée d'avoir une espèce de modèle de perception. Ça serait l'idée. Et alors, du coup, si je poursuis un petit peu aussi le raisonnement, parce que là, vous êtes en train de travailler sur essayer de trouver des systèmes pour des techniques pour limiter la fatigue. Maintenant, si on fait le schéma inverse, j'aimerais bien, par exemple, avoir un signe de réalité virtuelle qui représente ce qui se passe dans la vraie vie. Par exemple, je soulève une bouteille d'1 kilo ou un pack de 6 bouteilles. Est-ce que, sans soulever réellement la bouteille ou les bouteilles, je pourrais représenter ça avec un système de réalité virtuelle? Et si oui, comment est-ce qu'on ferait pour que ça restitue cette histoire de fatigue? C'est-à-dire le fait de porter un poids qui, du coup, provoquerait de la fatigue, c'est ça? Oui, un poids virtuel, évidemment. Est-ce que vous auriez des conseils à me donner? Alors, je pense que le CDR pourrait peut-être justement aider à cela, vu qu'on peut modifier du coup la perception du poids d'un objet. Alors, je pense que ce sera peut-être pas au point de percevoir l'impression de porter 6 bouteilles justement, alors que virtuellement, enfin que physiquement on ne porte rien. C'est peut-être un peu beaucoup. Mais il y a peut-être effectivement un moyen de faire augmenter la fatigue en faisant croire que l'on a un objet un peu lourd en main, qui ferait par exemple ralentir le mouvement visuellement retransmis à l'utilisateur. Je pense que c'est ce qui répondrait le mieux à cette volonté. D'accord, parce que je pense qu'il y a des besoins là-dessus. D'accord. Enfin, je suis même sûr, quand on parle de validité des systèmes de réalité virtuelle, on est un peu sur cette question-là. D'accord. Oui, du coup, c'est ça. Tout à fait. Alors, du coup, oui, dans votre expérience sur cet instrument virtuel, alors, on parlait de durée plus longue ou pas, c'est toujours la question, c'est pas forcément évident. Ben voilà, c'est ça. C'est parce que même sur un temps plus long, on n'est pas forcément sûr d'atteindre non plus des fatigues très élevées, parce que justement, l'utilisateur va peut-être avoir tendance à rester sur le bas de la zone d'interaction, ce qui risque même peut-être de le fatiguer aussi cognitivement, parce que à force d'entendre toujours le même son, il va peut-être se lasser justement de ce son-là, pour peu qu'en plus soit pas le son qu'il préfère qui est en bas, et que le son qu'il préfère est en haut, tout de suite il va plus se fatiguer s'il va plus explorer cette zone-là du cube, ou si on reste sur le cube. Et alors, je me suis posé la question, c'est pourquoi, vous avez la réponse j'imagine, mais j'en suis sûr, mais pourquoi est-ce que les sujets étaient toujours en position assise pour faire la tâche, puisqu'il y en a certains qui utilisaient le tronc pour aller chercher des choses, etc. Donc finalement, il faut considérer l'ensemble de la chaîne corporelle. De la chaîne musculo-squelettique pour réaliser une tâche, aller chercher un objet. Et est-ce que vous avez fait des tests en position debout aussi pour essayer de regarder ce qui se passe? Alors, on avait justement pensé aux deux cas, mais comme on avait fait justement notre première expérience qui était particulièrement longue, on a préféré faire asseoir les participants pour justement leur éviter de rester trop longtemps debout et donc cumuler la fatigue des bras avec la fatigue du reste du corps, puisqu'en fait celle que nous voulions vraiment étudier à la base, c'était la fatigue au niveau des bras. Donc probablement qu'un participant qui serait debout plutôt que assis pourrait peut-être être plus fatigué au niveau des bras, puisqu'il serait globalement plus fatigué. Peut-être que ça augmenterait la fatigue plus rapidement.
C'est une hypothèse à étudier sans doute pour de prochaines études. Mais effectivement, c'était une question qui était intéressante, à laquelle nous avons réfléchi et qui, hélas, n'a pas pu explorer en plus des explorations que nous avons déjà effectuées. Et puis alors, concernant, donc, vous êtes dans un travail d'Interreg d'autres partenaires européens, et je voulais savoir en quelle mesure vous avez eu des retours d'informations de leur part. Alors je sais qu'il y a le Covid, puisqu'il y avait potentiellement l'application à l'éducation fonctionnelle. Tout à fait. Donc, effectivement, on a eu des échanges avec eux, surtout sur la première année de thèse. Parce que en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce projet Interreg initialement devait durer 3 ans et avait commencé 1 an avant mon début de thèse, donc se finissait au bout de 2 ans après. Et en fait, donc l'année où je suis arrivé, il y avait plusieurs événements qui étaient organisés par le projet européen, à savoir des hackathons et des game jams, pour développer justement différentes applications pour de la rééducation en réalité virtuelle, réalité augmentée. Mais qui pouvait varier en fonction du pays, puisque chacun avait un objectif de rééducation différent. Il me semble qu'en Allemagne, c'était plus la rééducation cognitive après un accident vasculaire. En Angleterre, si je ne dis pas de bêtises, c'était plutôt la rééducation physique du haut du corps. Peut-être aux Pays-Bas, ça devait être plutôt au niveau des jambes, je ne suis plus sûr exactement. Et du coup, oui, j'ai pu échanger avec eux sur mon sujet de thèse pour justement pouvoir me renseigner sur si effectivement ils trouvaient le sujet pertinent et intéressant pour leurs différentes problématiques. Et justement, c'est ce qui m'avait conforté dans le fait de poursuivre sur ce sujet, à savoir ce que je vous ai présenté. Et donc, j'ai interagi avec eux effectivement dans le développement d'une application, mais que je n'ai pas présentée dans mes travaux de thèse, puisqu'elle n'avait pas de rapport direct avec la fatigue musculaire des bras, puisqu'ici c'était une application pour la rééducation de la mémoire des participants, qui se présentait sous la forme des applications en réalité augmentée, qui reproduisait un jeu qui s'appelle le Fiat Souvenir, qui est une sorte de petit jeu d'essai de famille où l'utilisateur doit se souvenir des objets qui sont dans les locaux des utilisateurs, des autres joueurs. Et, du coup, on a eu quelques retours plutôt positifs sur cette expérience-là, mais qui n'ont pas été encadrés par moi. Sur les manettes, donc il y a des possibilités de faire du retour vibratoire. Est-ce que vous l'avez utilisé? Alors, on y avait réfléchi justement, et on a préféré ne pas l'utiliser parce que justement, ça faisait un facteur en plus à étudier, parce qu'on pensait justement que ça pourrait avoir un impact sur la fatigue, et donc que c'était un facteur à étudier effectivement dans de futurs travaux. Nous avons reporté donc pour de futures expérimentations. D'accord. Et alors du coup, vous avez utilisé le son, oui. Voilà, ou le bruit, ça dépend. Je pense oui. Le son. Et du coup, il y avait cet aspect de rythmique. Oui. C'est vraiment intéressant, je pense. Ce que j'ai pas forcément bien compris, c'est donc le rythme il est imposé, c'est ça? Il est imposé par rapport à une tâche précise. Est-ce que éventuellement il est adaptatif? Est-ce qu'il s'adapte au mouvement de l'utilisateur ou il pourrait l'être? Enfin, est-ce que si vous aviez amélioré le système, vous changeriez des choses là-dessus ou... Alors, en l'occurrence, actuellement, pour bien redéfinir, effectivement, on impose à l'utilisateur le rythme et le guide sonore ne fait que le souligner. Donc, le guide sonore va aider effectivement l'utilisateur à suivre ce rythme de façon plus précise. Et en fait, on a pu voir dans certaines interactions utilisant justement le rythme que généralement l'utilisateur devait suivre un rythme qui est plutôt imposé. Cependant, effectivement, ça pourrait être intéressant
de proposer un rythme qui serait plutôt basé sur, qui s'adapterait effectivement au mouvement de l'utilisateur, pour peut-être justement coller plus aux expériences que nous avions vues en sport, où la musique était rythmée en fonction de la cadence de pas des utilisateurs. Donc ça pourrait effectivement être quelque chose d'intéressant à explorer pour voir si ça peut diminuer la fatigue, ou même si ça peut avoir d'autres impacts sur l'interaction. Par exemple, tout à fait. Et alors, dernière question, pardon, pour tout ça, ça concernait les tâches synchronisées. Oui. Enfin, je ne sais pas Oui. si c'est le bon terme. Vous parliez de synchronisation en fonction de la tâche. Oui. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut essayer de regarder dans les tâches s'il y a des tâches qui ont des espèces de critères de synchronisation? Il faut essayer de voir comment mettre. Enfin, ma question c'était en fait, est-ce qu'il y a des tâches qui se prêtent plus que d'autres à cette histoire de synchronie entre les deux mains? Oui, il y a forcément des tâches qui sont, par exemple, la tâche où justement on n'a qu'une seule cible avec laquelle interagir, l'utilisation d'une main semble être plus favorable, bien que on puisse effectivement utiliser une deuxième main si on veut par exemple augmenter de la précision dans notre manipulation de l'objet en question. Mais sur des tâches où on veut accéder à plusieurs objets en même temps, là effectivement l'utilisation des deux mains, particulièrement lorsqu'elles sont synchronisées, va aider à augmenter la vitesse d'interaction. Donc c'est ça, ça va dépendre en fait de ce qu'on attend de la tâche, de ce qu'on attend de l'utilisateur. Donc sur des cas comme la rééducation, ça va dépendre de ce qu'on veut du membre qu'on veut rééduquer. Est-ce qu'on a besoin de rééduquer deux membres en même temps? Est-ce qu'on a besoin de rééduquer qu'un seul? Est-ce qu'on va aider un des deux membres avec l'autre bras? Pour la rééducation, c'est très dépendant de ce qu'on veut faire, de ce qu'on va avoir comme résultat. Oui. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, Monsieur le Président. Merci aux encadrants de m'avoir invité en ligne aujourd'hui. Merci pour ta présentation que je trouvais effectivement très claire. J'ai trouvé que c'était aussi un travail très intéressant qui est trouvé avec, très bien mené avec un fil rouge et avec une cohérence globale qui est vraiment à souligner. C'est pas une simulation, c'est vraiment qu'il y avait un but précis et donc je trouve ça très bien. Le manuscrit est aussi de très bonne qualité. Merci. Pas trop long. C'était une des conditions qu'on m'avait imposées, donc je me suis dit c'est très bien, effectivement. Voilà, mais bien rédigé pour moi. Merci. Petite remarque pour montrer que j'ai un peu quand même. L'effet de Damoclès et de l'ARA, c'est pas de l'ARV. D'accord, ok, très bien. Sur la définition de la présence, je conseille de regarder Pimentel et Taxera 94, et Stator 97. Sur le questionnaire de présence, tu as pris celui de 2019 et pas celui de 2003. Est-ce qu'il y a une subtilité entre les deux J'ai pris celui qui était plus récent en fait, tout simplement. J'avoue que j'ai pas étudié les différences qu'il faut entre les deux. Tout simplement. Pour la partie rééducation, tu nous dis que le casque est meilleur qu'un écran. Dans la partie Tazar, est-ce que tu as vu quelques travaux sur des comparaisons des scènes immersives? Je ne me souviens pas avoir précisé ça dans mon état de l'art. Donc, j'ai pas vu d'études spécifiques qui disaient que pour la rééducation, en tout cas, le casque ou la salle était meilleure. Je sais qu'il y a de plus en plus effectivement d'intérêt pour les visiocasques dans la rééducation, entre autres parce que justement ça permet, avec les nouveaux casques qui arrivent, aux personnes de pouvoir continuer leurs exercices à domicile. Même si pour l'instant effectivement les quelques expériences qui existent sont plutôt encore en clinique.
justement pour que les praticiens puissent surveiller la pratique des patients. Petite question sur tes expérimentations, plutôt une question générale. Sauf erreur de ma part, les participants ont participé à plusieurs expériences. Et je me demandais s'il n'y avait pas un petit biais d'apprentissage, ou bien si le biais d'apprentissage était intéressant ou pas. Je vais qu'on répondre là-dessus. Pour voir, parce qu'en fait, il peut y avoir un a priori sur les différentes manières d'interagir. Oui. Et donc, je voulais avoir ton avis là-dessus, ou si c'était justement. En l'occurrence, on a fait attention tout de même à ne pas avoir les mêmes participants sur la même expérience. Donc, par exemple, sur les 4 premières expériences, les 2 groupes, c'est 10 participants distincts. Et effectivement, par contre, dans ces 20 participants des 4 premières expériences, certains ont participé à l'une ou l'autre des 2 suivantes. Mais étant donné que la tâche était quand même différente, on n'a pas forcément considéré l'apprentissage ici, bien qu'on faisait attention tout de même à avoir un nombre de participants, une répartition quand même entre les participants qui avaient déjà expérimenté la réalité virtuelle ou l'interaction mid-air de façon générale, et ceux qui n'avaient jamais ou peu expérimenté. Tu parles de rythme sonore, forcément, moi j'ai parlé de rythme visuel. Oui. Et je voulais savoir si tu avais réfléchi à des métaphores visuelles. Alors, justement, sur cette expérience-là, on aurait pu, par exemple, faire un rythme où la cible se contracte en fonction de la rythmique, justement, ou la couleur qui vibre en fonction de cette rythmique. On l'a pas fait parce que, justement, c'était encore un facteur en plus, comme la vibration, parce qu'on aurait pu donc coupler le retour visuel, le retour audio et la vibration, mais du coup, ça fait 3 facteurs en plus à utiliser sur cette expérience. Voilà, c'est ça, tout à fait. En tout cas, c'est plutôt prouvé que quand on rajoute un certain nombre de métaphores sonores et visuelles, l'utilisateur est plutôt satisfait. Tout à fait. Et après, justement, est-ce que son niveau de satisfaction est corrélé avec son niveau de fatigue? Ça peut être intéressant à étudier, justement. Ouais. Peut-être. Ou au contraire, peut-être que justement ça l'engage plus et ça diminuera sa fatigue. Tu cites un petit peu le handicap, c'est une piste intéressante. J'avoue, je suis restée un petit peu sur ma fin, que tu le cites de manière assez rapide, et tu as peut-être un peu plus aujourd'hui que dans le manuscrit. Tu peux essayer de nous en dire un petit peu plus? Alors, si je ne l'ai pas cité beaucoup plus, c'est parce que justement, on n'a pas forcément plus exploré ça dans ces expérimentations, et que du coup, je n'ai pas voulu en faire un fil trop important. Voilà, c'est ça. Et du coup, je pense effectivement que ça peut être une piste très intéressante parce que lors justement de cette conférence NAIM 2021, j'ai pu échanger avec quelqu'un qui avait justement écrit un papier sur l'utilisation d'instruments de musique virtuelle pour des personnes en situation de handicap et qui m'expliquait que justement il y avait de nombreuses problématiques à l'utilisation de la réalité virtuelle pour des personnes en situation de handicap, entre autres la fatigue, mais aussi par exemple le fait d'attraper les manettes, ce qui n'est pas toujours évident. En l'occurrence, on a pu le voir, je crois, sur la photo que j'ai utilisée. Je sais plus si je l'ai mise. Non, je sais plus. Je crois. Voilà. Le fait qu'elle était obligée d'attraper au niveau enfin, pas de la façon habituelle, et que du coup c'était gênant parce qu'en plus il y a un bouton à l'arrière de la manette qui du coup des fois était appuyé. Donc c'est aussi des choses sur lesquelles on peut jouer pour justement inclure le handicap dans la pratique musicale, entre autres via la réalité virtuelle. Et en l'occurrence, les manettes que nous utilisions, nous, c'est celles qu'on peut voir ici sur l'image, qui ont donc plutôt tendance à englober la main, et qui, potentiellement, c'est ce que je suggérais justement à ce collègue, que c'était peut-être plus adapté, vu que la personne n'a pas forcément besoin d'attraper la manette, et a juste besoin de l'avoir autour de la main. Sur les moments d'intense, c'était dit par mon collègue sur les différents, de mes données, etc.
je vais pas y revenir. Tu dis que le plan horizontal est plus adapté. Je veux savoir si tu avais réfléchi à des plans courbes. Alors, parce que ça me semble plus naturel. Oui, on y a réfléchi effectivement parce que on a un camarade qui a déjà fait des études sur les plans courbes lors d'interactions tactiles prolongées en midair. Et effectivement, on y a songé. Mais du coup, comme on avait plusieurs directions de mouvement, c'était compliqué de visualiser vraiment comment faire une interaction courbe, parce que par exemple, pour le mouvement avant-arrière, pour autant, la courbure n'est pas forcément très intuitive, sauf éventuellement si on fait une courbure dans ce sens-là, mais auquel cas, du coup, pour l'autre main, il aurait fallu faire une courbure symétrique. Donc, c'est pas évident, mais je pense effectivement que ça peut être intéressant à étudier sur cette question. Okay. J'avais une petite question, enfin j'ai encore quelques questions. Une première sur la transposition de ce que tu as fait sur d'autres types de dispositifs, écran, salle immersive. Comment est-ce que tu imagines la transposition? Alors, pour écran tactile plutôt, ou écran avec caméra. D'accord. Alors, pour l'expérience sur le suivi de cible en rythme, c'est assez simple puisque la cible en question se déplace sur un plan 2D. On peut tout à fait imaginer la retranscription sur que ce soit la salle immersive ou l'écran avec la caméra de profondeur, auquel cas du coup le participant n'aura pas à gérer la profondeur de son interaction, il pourra peut-être du coup rester plus proche de son corps et il n'aura que à parcourir la distance qu'il faut pour suivre la cible. Par contre, du coup, pour l'instrument que nous avions proposé, la profondeur jouant, ça peut être un peu plus compliqué, même si du coup on pourrait tout à fait imaginer que si l'utilisateur est debout, il peut du coup s'avancer pour se rapprocher justement des cibles. Et c'était justement aussi une des raisons de pourquoi nous avons fait en sorte que les utilisateurs soient assis, c'était pour éviter que justement ils puissent se rapprocher plus de la zone d'interaction et qu'ils aient tous la contrainte d'avoir les fesses collées à la chaise et du coup qu'ils puissent au maximum utiliser leur buste pour accompagner le mouvement. Ensuite, je voulais aborder un petit peu quand même la partie, c'était ma question prémisse, c'est la suivante. Quand on a un casque, la problématique de l'avatar qui se pose, et tu n'as pas du tout abordé dans ton manuscrit ni à l'oral, et du coup, c'est facile comme question. Je voulais voir un petit peu avec toi la manière dont tu envisages la chose, parce que l'avatar, ça peut être juste représenter un avatar. Mais est-ce que tu réfléchis à perception de fatigue? Oui. On peut imaginer une représentation. Tout à fait. Justement, j'y avais réfléchi parce que j'avais vu des études effectivement qui disaient que l'utilisateur se sentait plus engagé, plus présent dans la scène, dépendamment de l'avatar qu'il pouvait avoir. Et du coup, justement, comme cette sensation de présence impacte fortement la cognition du participant, ici nous avons voulu rester sur des représentations simples pour justement éviter de risquer d'impacter la fatigue avec ce facteur qui encore est un autre facteur à étudier pour mieux comprendre la fatigue. Et on pourrait tout à fait imaginer effectivement une expérience où on étudierait simplement la représentation via le curseur comme on l'avait ici, qui a été représenté par une boule, une représentation avec les manettes, une représentation avec les mains, une représentation avec le bras complet, voire le corps, et voire même éventuellement des représentations où la fatigue serait représentée par exemple une couleur sur l'avatar virtuel du participant. Donc on peut effectivement imaginer pas mal de choses sur cette question. Mais du coup,
chose à explorer effectivement pour de futurs travaux. Effectivement, la représentation de l'avatar qui n'est pas l'utilisateur, quelqu'un d'autre qui pourrait être plus motivant. Peut-être aussi, oui. Peut-être qu'un avatar plus musclé rendrait plus volontaire le participant, ou inversement. Dernière question sur la scénarisation des applications, puisque tu parles de sport avec l'échauffement, activité intense et puis l'assouplissement. Et qu'on n'a pas trop parlé après dans le manuscrit. Est-ce que c'est pas intéressant d'ajouter la scénarisation dans les applications pour justement jouer sur la fatigue? On sait à la louche, peut-être que la personne est un petit peu fatiguée, donc c'est un petit peu comme une séance un peu sportive finalement. Je n'y avais pas forcément songé, mais effectivement, ça pourrait être intéressant de tester ce genre de scénario. On demanderait en fait une sorte de séance de sport virtuel, peut-être à l'utilisateur, en le faisant s'échauffer avant, et en voyant peut-être aussi, ça permettrait d'observer si une fois fatigué, il développera d'autres stratégies pour peut-être se fatiguer moins par la suite. Ou est-ce que il continuera et se fatiguera jusqu'à l'épuisement. Donc effectivement, c'est une question encore une fois intéressante à explorer pour la suite. Merci. Donc, il reste donc 3 personnes à commenter ou à poser des questions. Donc là, il y avait deux, donc Laurent et Laurent, donc l'équipe intervenante, que je vais laisser intervenir à la fin. Et donc je vais poser deux questions. Alors moi, je ne suis pas un spécialiste du sujet, mais c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Donc voilà, la partie qui m'a le plus intéressé, enfin, où je me sens plus concerné, c'est la partie sur un estimateur de fatigue ou un indicateur de fatigue, ou même on pourrait qualifier autrement, enfin un indicateur de fatigue. Alors, bon, première petite question que je voudrais poser, c'est à la limite, on a évoqué à plusieurs reprises dans les questions qui ont été posées, on a évoqué la situation où on pourrait présenter cet indicateur à l'utilisateur. Alors, première petite question, c'est à quoi ça. Alors, je pense que ça serait utile, hein, mais bon, là, on discute. À quoi est-ce que ça peut servir dans la mesure où l'utilisateur, a priori, il sait quand il est fatigué? Alors, oui, justement, normalement, il est censé savoir quand il est fatigué, mais si, par exemple, dans la rééducation, on veut utiliser la réalité virtuelle, ou plus largement les mouvements militaires, c'est généralement pour faire des applications ludiques, des exercices de rééducation. Et le fait que l'utilisateur soit pris dans le jeu peut lui faire oublier justement cette sensation de fatigue. Ici, dans nos expériences, l'utilisateur se le rappelait forcément puisque nous lui demandions régulièrement de la noter. Mais on peut tout à fait imaginer qu'un utilisateur sur un jeu puisse oublier cette fatigue. On peut le voir par exemple lors d'activités sportives. De nombreux sportifs se blessent justement parce qu'ils ne font pas forcément attention à leur fatigue. Et on peut tout à fait imaginer la même chose pour des jeux comme Beat Saber. Je pense, j'ai pas forcément vu, mais je pense qu'il y a dû y avoir plus d'une personne qui s'est blessée à force de jouer sans forcément s'arrêter. Donc, je pense que c'est dans ce genre de cas-là où effectivement pouvoir rappeler la fatigue à l'utilisateur est intéressant. C'est un cas important. Ouais. Alors moi je me disais aussi que ça peut aussi être intéressant par exemple dans la situation inverse. C'est-à-dire on imagine un peu un sportif justement il voit l'indicateur de fatigue et il se dit moi j'aimerais bien augmenter les performances. Oui, et du coup se fatiguer plus. Oui, tout à fait. Donc il y a cette espèce d'équilibre. Oui. Oui. Mais justement, ce qui est intéressant, ce qui est un peu compliqué aussi, c'est que on ne connaît pas forcément le niveau de fatigue optimal. Pour l'instant, en tout cas, de mes connaissances, je ne connais pas ce niveau de fatigue optimal à atteindre, par exemple pour de la rééducation. C'est aussi l'objectif, c'est de fatiguer un peu le muscle et ne pas trop le fatiguer
pour éviter justement qu'il y ait blessure derrière. Alors justement, ça manque bien la deuxième partie de ma question. Enfin, la deuxième question, c'est, et alors on l'a beaucoup évoqué parce que c'est vraiment une question, je pense à part qui est difficile. Hein, donc moi, je n'ai pas forcément de réponse à la question que je posais. Enfin, j'ai des éléments qui me viennent comme ça, mais je n'ai pas forcément de réponse claire. C'est comment on peut estimer de manière objective la fatigue. Alors il y a quelques indices que je récupère un peu, qui ont été cités par mes collègues. C'est par exemple, je me disais comment est-ce qu'on peut exploiter les conditions initiales de l'exercice. Alors bon, c'est un truc à double tranchant, forcément, mais on imagine par exemple quelqu'un qui. Et c'est pour ça que bon, indicateur de fatigue, on peut l'appeler autrement, j'ai dit tout à l'heure, et on pourrait peut-être l'appeler plutôt indicateur d'affaiblissement ou d'augmentation de fatigue, parce que savoir exactement si l'utilisateur est fatigué, c'est quelque chose qui, à mon avis, va être très compliqué. Mais en utilisant les conditions initiales, c'est-à-dire l'utilisateur commence son exercice, imaginons par exemple un joueur de tennis. On connaît la vitesse d'arrivée, on a son casque, on connaît la vitesse d'arrivée de la balle, et on voit la vitesse à laquelle il réagit au début. Et progressivement, donc, avec les mouvements qui se répètent, on voit comment cette vitesse diminue. Donc on peut évaluer l'affaiblissement, donc pas la fatigue, parce que là c'est différent. On évalue l'affaiblissement par rapport à la situation initiale. Donc du coup là on a quelque chose d'objectif, parce qu'on a une mesure de l'affaiblissement qui est objective, puisqu'on a vu les conditions initiales, on a vu comment l'affaiblissement évoluait dans le temps. Ce qui est en fait le même principe que justement l'endurance consommée qui était proposée par Incapié Ramos, qui se basait donc sur le mouvement effectué par l'utilisateur, et à partir de lois biomécaniques pouvait estimer l'énergie qu'il a dû consommer pour effectuer un tel effort. Là, la différence, c'est qu'en fait, on a juste à prendre en compte la mesure de l'activité telle qu'elle est. Même pas l'âge de l'utilisateur, même pas son niveau d'expertise dans le jeu. On a juste à prendre en compte l'état de la situation. Et on a une mesure d'affaiblissement. Alors je ne sais pas, il y a peut-être des contre-indications à traiter le problème de cette manière, mais je me dis que du coup, on aurait une mesure d'affaiblissement qui serait objective. En l'occurrence, on avait justement testé, quand nous avons fait nos corrélations, on a testé donc la distance parcourue qui, elle, était effectivement corrélée à la fatigue. Et on avait voulu tester aussi la vitesse à laquelle l'utilisateur allait. Et on n'a pas trouvé de corrélation significative, en fait, entre l'évolution de sa vitesse et l'évolution de sa fatigue. Donc, peut-être que c'était sur des temps d'interaction qui étaient trop courts, vu que là, c'était nos corrélations, nous les avons fait sur les périodes de 2 et de 3 minutes sur les différentes expériences. Peut-être que c'est pour cela qu'on n'a pas pu voir une réelle évolution en termes de vitesse d'exécution. Et peut-être aussi que sur la fin, ils avaient tendance à se dire c'est bientôt fini, je vais accélérer un petit peu la motivation du dernier effort. Donc, c'est pas forcément évident non plus comme question, mais c'est intéressant à noter. Oui. D'ailleurs, le plus mérite du travail qui a été fait, c'est justement, parce que c'est vraiment intéressant, cette exploration de différentes facettes de la notion de fatigue. C'est vraiment intéressant. Très bien, maintenant, encore une fois, merci. Merci à vous. Donc là, je laisse la parole à mon Alors, mon cadran, je n'ai pas tellement de questions à poser. Je peux juste souligner deux choses. La première, c'est que, effectivement, comme le disait Valérie, à contrario des thèses où on va un petit peu, où l'instinct et la créativité vont se poser et puis on pourrait proposer des choses qui peuvent être un petit peu à la mode et qui passent bien en conférence. Là, il y a un problème important et un peu rage qui a été traité. Il a été traité avec courage. Du sens où ça aboutit à des protocoles pas faciles à mettre en place. Ils se sont déroulés en faisant face à 1 an et demi de Covid où faire venir des gens pour des expérimentations, c'est pas forcément simple. Et du coup, tu t'es adapté.
Donc ça, c'est quelque chose qui doit être mis à ton actif. Ensuite, il y a un deuxième aspect, c'est que quand cette thèse est posée au sein de l'équipe, il y avait effectivement un contexte Interreg qui a financé cette thèse, qui est un contexte médical, où la question de la fatigue est importante parce que dans le contexte de l'éducation, comme ça avait été relevé par le président du jury lors du comité de suivi de thèse, le paramètre de la fatigue, quelque chose qui est intéressant à maîtriser à la mesure où c'est un indicateur de ce qu'on est en train d'amener le patient à la limite de la zone de confort pour lui permettre de retrouver une fonctionnalité. Du coup, derrière, il y a la question de la montée en compétences. La question de l'évaluation du travail biomécanique est une piste tout à fait sérieuse, et puis il y a une partie de la communauté qui le traite. Un des problèmes derrière, au-delà de la motivation, c'est que la qualité de la fibre musculaire n'est pas du tout la même pour chaque personne. Et dans le contexte de la rééducation, la nature des pathologies influe aussi sur le contrôle que l'être humain peut avoir de sa propre fibre musculaire, et les modèles qui vont vers l'évaluation de travail mécanique ont encore du mal, pour ma part, à tenir compte de la capacité de récupération de l'être humain. Ce qui rend le problème tellement compliqué au final que de demander aux gens sur une échelle à combien ils en sont, c'est peut-être pas idéal, mais on n'a pas grand-chose à rater le deux. Une piste également très intéressante qui émerge du travail, c'est l'idée qu'un bon indicateur de fatigue est que les gens changent de posture. Ce qui suggère clairement que pour qu'on puisse, mettant de côté temporairement la question de la rééducation, mettre en place un système interactif qui permette à la personne d'adapter et d'optimiser son rapport à la fatigue, il faudrait aller vers des modalités d'interaction où, pour une commande donnée, on n'a pas une mais plusieurs manières de le réaliser. Le changement de posture étant laissé à l'appréciation de l'utilisateur, qui ne va pas dire explicitement je décide de changer de posture parce que là ça ne va pas, mais d'avoir des choses qui sont capables de repérer que la personne est en train de changer de posture pour pouvoir adapter, permettre à l'application d'avoir une certaine plasticité. Ça ouvre des pistes de recherche qui sont intéressantes. Voilà ce que je voulais dire. Pour finir, avant de laisser Florent complémenter, puisque tu as la chance de retrouver un job avant même la fin de ton travail de thèse, bonne chance dans ton job. Merci. Je termine, voilà, je vais plein de crédits Laurent. Oui, moi je veux te féliciter pour ton travail tout à fait. Merci. Et j'ai vraiment apprécié la progression en fait. C'est marrant parce qu'en fait on travaille ensemble au quotidien et en fait quand il y a la soutenance on se rend compte du chemin qui a été parcouru. Ça fait une espèce un jalon un peu discret de ça a avancé. Et j'ai apprécié comme faire progresser en pédagogie, en clarté dans le discours. Et en même temps sur les compétences techniques évidemment. Il y a des choses moins fun que les statistiques. Oh, c'est quand même relativement fun. Et je rejoins Laurent sur le fait que tu es quand même parti sur des choses assez compliquées, notamment la première étude, en fait, la première expérience qui est toujours. Beaucoup de mérite à pas voulu corriger dessus parce que c'était très long, le protocole était compliqué, les passations étaient très longues parce qu'il fallait faire revenir les gens plein de fois, et trouver des participants qui acceptent de revenir sur plusieurs jours, c'est pas toujours très simple. Et voilà, tu as abordé des pistes qui n'ont pas été explorées dans les domaines, notamment sur la partie musique. En fait, ça n'a pas été regardé. Du coup, je pense que ça a bien fait progresser la communauté, ça va ouvrir des pistes de recherche assez intéressantes. Alors, je vais poser juste une question, en fait. C'est pas sur la musique. En fait, je me demandais, donc il y a deux expérimentations qui ont été faites à distance, à cause du Covid, donc les participants chez eux avec un casque. Et je me demandais, est-ce que tu penses que c'est une pratique, donc les protocoles menés à distance, pourraient avoir son intérêt, en fait, pourraient être généralisés? Quelles sont les contraintes? Qu'est-ce que tu as vu, toi, en faisant passer des gens tu vois, comme biais potentiel dedans, ou comme avantage, peut-être par rapport au laboratoire?
Justement, en fait, c'est une pratique qui existe justement de faire des expérimentations qu'on appelle in the wild, dans la nature, et où on a les utilisateurs dans un contexte où ils pourraient effectivement utiliser ce genre d'application. Comme je le disais encore une fois, la rééducation qui se ferait à domicile, du coup, se ferait dans un contexte équivalent à celui de ces expérimentations qu'on a pu faire à distance. Et du coup, l'intérêt justement, c'est que l'intérêt, et qui est du coup aussi un inconvénient par rapport au labo, c'est que l'utilisateur peut être déporté en termes d'attention sur quelque chose qui se passe autour de lui, son chien, son chat qui fait n'importe quoi, son conjoint, sa conjointe qui l'appelle parce que un problème quelque part, ou un enfant qui crie parce que ça peut arriver. Et donc oui, effectivement, l'environnement peut fortement influencer, peut potentiellement influencer l'utilisateur lors de telles expérimentations. Et justement, j'avais vu quelques études à ce propos qui suggéraient que l'expérimentation de cette façon ne pouvait pas forcément venir remplacer les expérimentations habituelles, mais pouvait venir les compléter dans le sens où justement on pourrait peut-être avoir des observations différentes lorsque on peut avoir des perturbateurs extérieurs lors de l'interaction. Donc ce que tu voudrais dire, c'est qu'on pourrait éventuellement plutôt regarder des mesures quantitatives plutôt en laboratoire, on est sûr des résultats, et quelque chose de plus qualitatif. Exactement, oui. Merci. Merci beaucoup.